Bonjour, je m'appelle Guy-Noël Cadet. Je suis enseignant à l'IFCE. Vous imaginez bien que c'est dans la discipline du CSO. Et dans ma carrière professionnelle, j'ai été cavalier de CSO également pour les haras nationaux. Peut-on éviter le mauvais abord en CSO? Alors, c'est la question du jour. Antérieurement, j'étais déjà intervenu sur ce sujet en 2019. Ça s'appelait à l'époque la maîtrise de l'abord en saut d'obstacle. C'était un sujet à peu près commun. J'avais beaucoup contextualisé et c'était un petit peu lourd. J'ai voulu revenir sur ce sujet aujourd'hui pour en avoir une approche un petit peu plus frontale, un peu plus directe, et notamment pour faire une proposition technique assumée. Hein, vous allez voir tout au long de cette présentation de quoi je veux parler. Alors, c'est un sujet que je trouve personnellement intéressant parce que pour les cavaliers de CSO, pour les enseignants de CSO, c'est un point de passage obligatoire, c'est un point critique. C'est parfois une zone d'ombre, c'est peut être difficile pour certains cavaliers, pour d'autres plus facile. Certains arrivent assez facilement à passer le cap, notamment s'ils ont la possibilité de monter beaucoup de chevaux. Et à ce moment-là, c'est un savoir-faire émergent. La capacité à bien aborder l'obstacle vient naturellement. Pour d'autres cavaliers, ça peut éventuellement devenir une difficulté, une appréhension. Et le but pour moi aujourd'hui est éventuellement de proposer une piste d'amélioration, voire pour certains un sujet de réflexion ou une bouée de sauvetage éventuellement. Alors, je vais vous parler donc du déroulement. Le plan va s'appuyer d'abord sur une observation des prérequis du cavalier dans la zone d'abord. Je vais découper ça en zone d'abord lointaine, zone d'abord proche. Je définirai après ce que ça veut dire exactement. J'ai intitulé mon sujet « Qu'est-ce qu'un mauvais abord ?» Alors, pourquoi je l'ai intitulé de cette façon-là? Parce qu'en fait, en creux, quand on parle du mauvais abord, eh ben, on en déduit ce qu'est un bon abord. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais faire cette fameuse proposition en essayant d'étudier ce que le cavalier peut faire pour essayer d'améliorer la situation, les éventuelles difficultés qu'il éprouve. Et enfin, je parlerai un petit peu des difficultés, d'exercices possibles, de ce qu'on peut faire en pratique. Donc, première partie, les prérequis dans la zone d'abord. Alors, j'ai découpé, et c'est tout à fait habituel, la zone d'abord en zone d'abord lointaine et zone d'abord proche. En ce qui me concerne, alors j'ai peut-être une vision un petit peu personnelle du sujet. Pour moi, la zone d'abord lointaine, c'est celle que le cavalier perçoit. Donc, elle peut commencer de très loin par rapport à l'obstacle, et notamment en parcours, elle peut commencer dès la réception de l'obstacle précédent. Quant à la zone d'abord proche, je la situe dans la zone où le cheval perçoit l'obstacle et commence à organiser son saut, à préparer son saut. Donc, c'est en général à 3, 4 foulées. Ça dépend des chevaux, hein. Il peut y avoir des variabilités en fonction des chevaux, mais c'est en général à peu près à 3, 4 foulées de l'obstacle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la zone d'abord lointaine? C'est la phase de préparation du saut. Alors, je prends en fait l'image d'un cavalier moyen qui maîtrise à peu près son sujet et qui éprouve quand même des difficultés dans la zone d'abord. Donc, dans l'idéal, il cherche le, entre guillemets, bon galop, c'est-à-dire une vitesse adaptée, maîtrise de l'amplitude, maîtrise de la cadence, de l'impulsion, c'est-à-dire en fait tous les paramètres dynamiques d'approche de l'obstacle. Se rajoute à ça toute la notion d'équilibre latéral, c'est-à-dire le tracé. Petite parenthèse par rapport au tracé, c'est important pour le cavalier que le tracé soit choisi et non subi. Et également par rapport à l'équilibre latéral, c'est cette notion de rectitude, notamment dans la phase d'approche de l'obstacle, de façon à ce que le cheval soit à droit et au milieu. Il y a également la notion d'équilibre longitudinal, avec une stabilité et une disponibilité si le cavalier veut prendre de l'amplitude ou, à l'inverse, réduire l'amplitude. Ça, c'est le travail que le cavalier doit faire, ce que le cavalier doit apprendre à faire dans la zone d'abord lointaine, de façon à mettre toutes les conditions favorables pour obtenir un bon saut. Quand il rentre dans la zone d'abord proche, il y a des petites vérifications à faire quant à la gestion du rapport entre l'équilibre et la propulsion. Je m'explique, c'est important
que le cheval se prépare à sauter, le cavalier va l'aider en vérifiant que l'équilibre va permettre au cheval de transférer une partie de l'énergie horizontale en énergie verticale pour produire un saut. Il y a également la notion de centrage par rapport à l'obstacle, c'est tout simplement être au milieu. Pour le cavalier, c'est important que sa position et son fonctionnement favorisent le saut. Position, sans rentrer trop dans les détails, le cavalier doit être au-dessus de ses pieds. Et dans son fonctionnement, il doit avoir une certaine tonicité, pas excessive, pour pouvoir avoir une liberté, un liant dans les bras pour pouvoir suivre le mouvement du cheval dans le saut. Et enfin, c'est dans cette zone d'abord proche que le cavalier découvre l'encadrement. L'objectif donc général de ces prérequis dans la zone d'abord lointaine, puis dans la zone d'abord proche, c'est, alors j'utilise ZAL, ZAP, c'est par raccourci, c'est d'optimiser tous les paramètres de façon à favoriser le meilleur saut possible. Ou éventuellement, puisqu'on se place dans la situation d'un cavalier qui aurait des difficultés dans la zone d'abord, de minimiser les risques d'un mauvais abord. En clair, le fait d'optimiser tous les autres paramètres permet au couple de quand même réaliser un bon saut, même si la distance est un petit peu longue ou un petit peu près par rapport au saut à réaliser. Alors j'en viens maintenant à la définition d'un mauvais abord. Alors un abord, c'est deux notions. C'est une notion de trajectoire et une notion d'encadrement, qui sont à mettre en perspective avec le profil et la cote des obstacles. Alors, je reviens sur la définition de la trajectoire. En fait, c'est le mouvement du cheval au-dessus de l'obstacle. Hein, c'est une parabole. L'encadrement, c'est le positionnement avant et après de cette parabole. Donc, si je prends un exemple, un cheval qui serait trop près aurait un encadrement décalé trop près de l'obstacle. Un cheval trop loin, au contraire, partirait de trop loin et réceptionnerait trop près derrière l'obstacle. Alors, le profil de l'obstacle, ça peut être vertical ou auxerre, avec des profils intermédiaires comme auxerre montant. La trajectoire, par exemple, pour un vertical, se situe au-dessus de l'axe du vertical. Pour un auxerre, il se situe au-dessus du milieu de l'obstacle. Quand on revient maintenant sur la description du mauvais abord, j'identifie deux cas de figure. Le premier, c'est lorsque je pense qu'il y a manque de cohérence entre ce qui est fait, préparé dans la zone d'abord lointaine et plus la zone d'abord proche, avec la trajectoire idéale du saut. Je prends un exemple, par exemple un couple, enfin un cavalier cheval qui irait un petit peu trop vite par rapport au saut d'un vertical, malgré le fait que l'encadrement soit juste, aurait une trajectoire trop horizontale et risquerait de faire la faute. C'est en ce sens-là que je dis que à ce moment-là, il y a manque de cohérence entre la phase préparatoire et le saut lui-même. Enfin, le mauvais abord, ça peut être tout simplement un manque de cohérence ou de précision dans l'encadrement. Encadrement trop près, encadrement trop lointain, décalé par rapport à l'axe de l'obstacle. Quelles sont les conséquences d'un mauvais abord ? Alors, le cheval est un animal intelligent par rapport au saut, dans le sens où, même dans le cas d'un mauvais abord dû au fait du cavalier, peut éventuellement compenser le saut. C'est-à-dire, le saut ne sera pas économique dans ce cas-là, mais il produira un saut pour sauver la faute. Malgré tout, certains abords défectueux vont provoquer des fautes chez le cheval. Fautes qui vont être éventuellement directes, c'est-à-dire sur l'obstacle lui-même, ou éventuellement indirectes, c'est-à-dire qu'elles vont générer une modification de l'équilibre, de l'amplitude derrière l'obstacle ou du contrat de foulée, qui vont faire commettre la faute sur l'obstacle suivant ou sur un obstacle successif. Le mauvais abord a également, de façon indirecte, des incidences sur le fonctionnement et le comportement du cheval et du cavalier. Alors, je m'explique. Je vais partir sur le cavalier. Un cavalier qui ressent un mauvais abord va avoir tendance à se contracter, va avoir tendance à durcir ses contacts. C'est en ce sens-là que je dis qu'il modifie son fonctionnement. Et par voie de conséquence, ça va avoir également comme effet de durcir le cheval, de modifier son équilibre et éventuellement de générer des problèmes de contrôle du cheval derrière l'obstacle.
J'en viens maintenant à comment éviter le mauvais abord. Éviter le mauvais abord, c'est optimiser la trajectoire et essayer d'adapter l'encadrement. Alors là, je vais repasser en revue les deux zones. Zone d'abord proche, zone d'abord lointaine. Qu'est-ce qu'il y a comme solution dans la zone d'abord proche? J'évoque d'abord la problématique. Disponibilité du cheval. En tant que cavalier et même observateur enseignant, on sait très bien que le cheval, dans la zone d'abord proche, prend en charge le saut et perd un petit peu de sa disponibilité. Le dressage permet de compenser ça, bien entendu, mais le cheval, à ce moment-là, a besoin d'une certaine autonomie dans le contrôle du cavalier, mais d'une certaine autonomie pour pouvoir produire son saut. Et dans cette zone-là, les interventions du cavalier peuvent être un peu intempestives et générer des défenses chez le cheval. Dans la zone d'abord proche, les informations reçues par le cavalier sont tardives. Quel type d'informations il reçoit? Tout d'abord, la réussite ou non du travail produit dans la zone d'abord et des informations sur la justesse de l'abord, trop près, trop loin. Donc, finalement, le cavalier est bombardé d'informations et à ce moment-là, c'est assez compliqué pour lui d'avoir la tête suffisamment froide pour avoir la lucidité d'avoir les interventions idéales. Dans cette zone, il y a des interférences émotionnelles également, affectives. Le cavalier voit l'obstacle s'approcher, ou plutôt il approche de l'obstacle, et certains cavaliers qui manquent de confiance en eux perdent un petit peu leurs moyens, perdent leur concentration idéale et sont perturbés finalement par le saut, notamment si le saut est plus haut ou plus difficile, ou si le contexte en parcours avec un enjeu particulier leur pose difficulté. Ensuite, sur le plan pédagogique, en règle générale, les consignes sur le bon abord viennent a posteriori. Je m'explique. Il est difficile pour un enseignant, un entraîneur, un encadrant de dire a priori ce que le cavalier doit faire pour avoir un bon abord. Très souvent, on attend que le cavalier soit passé et commis éventuellement une faute d'abord pour lui donner ensuite des consignes pour se corriger. Mais voyez bien que ces consignes arrivent a posteriori. Je prends un exemple pour, par exemple, un départ au galop. Bon, l'enseignant va donner toutes les indications, placement des aides, et normalement, le cavalier va pouvoir, grâce à ces indications, partir au galop à peu près normalement. Ce qui n'est pas le cas par rapport à l'abord. Ce qui me fait conclure que la zone d'abord proche, pour moi, est une zone saturée en information, et que c'est pas forcément dans cette zone d'abord proche, qui est très visuelle chez le cavalier, que la solution est à chercher pour s'améliorer. Ça risque d'être même une impasse technique. Voyons maintenant ce qu'on peut faire dans la zone d'abord lointaine. J'ai défini ce qui se passait, enfin la dynamique d'avancée du cheval dans la zone d'abord à ma façon. Je vous le lis, le cheval avance d'une longueur d'amplitude à chaque séquence de cadence. Je voulais faire apparaître amplitude et cadence dans cette phrase. Le cheval avance d'une longueur d'amplitude à chaque séquence de cadence. La zone d'abord lointaine a des atouts. Deux principaux. La première, c'est qu'il y a une longue distance qui est exploitable, donc qui va permettre de travailler le cheval, et un temps également exploitable, utilisable. Alors, je reviens à la distance exploitable. Le cavalier va pouvoir travailler sur un découpage de cette distance en longueur d'amplitude. L'avantage de l'amplitude, c'est qu'elle est modulable, c'est qu'elle est modifiable. Et donc, je vais considérer que l'amplitude va devenir une variable d'ajustement. Grâce à la modification de l'amplitude, réduction, augmentation, le cavalier peut pouvoir varier et ajuster son amplitude pour obtenir un résultat d'abord acceptable. Ensuite, quant au temps utilisable, la division de l'approche de l'obstacle en séquences de cadence va lui permettre de disposer d'un outil de décodage, un point d'ancrage très fort. La cadence est quelque chose de répétable chez le cheval. On peut la modifier légèrement, mais elle est répétable et elle est fiable. Donc, véritablement, c'est quelque chose auquel le cavalier doit pouvoir se raccrocher. Et je fais de ces deux notions, amplitude égale variable d'ajustement et cadence égale outil de décodage, une proposition de projet.
je peux l'intituler de cette façon-là. Le cavalier, dans cette zone d'abord lointaine, va chercher à synchroniser la cadence avec la battue d'appel. Donc, c'est un travail de longue haleine qui débute dans la zone d'abord lointaine, qui traverse la zone d'abord proche jusqu'à la battue d'appel. Chercher à synchroniser la cadence avec la battue d'appel par l'ajustement de l'amplitude. Alors, ça, c'est facile à dire. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile à faire. Donc, en pratique, comment et quand procéder? Alors, ce qui est très important, c'est le conditionnement préalable du cavalier. J'ai parlé des prérequis dans la première partie de mon intervention. Il est important que ces prérequis soient automatisés, c'est-à-dire que le cavalier ait suffisamment d'expérience, de répétition pour qu'il ne soit pas obligé de réfléchir au fait d'avoir le bon galop, au fait d'avoir un tracé juste, d'être droit. Tout ça, ça doit se passer de façon automatique. Si je prends un exemple, quelqu'un qui conduit une voiture, s'il a un petit peu d'expérience, il n'est pas obligé de réfléchir pour passer ses vitesses. Il peut tenir une petite conversation avec son voisin sans pour autant devenir un danger public sur la route. C'est à peu près pareil. Automatiser tous les prérequis dans la phase d'abord, de façon à dégager sa concentration sur la cadence. Ça, c'est extrêmement important. De façon à ce qu'il ait une forme de modélisation du galop, presque une image mentale qui se fabrique du cheval en train de galoper, avec cette notion de tempo. On peut même aller chez certains cavaliers jusqu'au fait de marquer verbalement le tempo, pour justement les obliger à rester connectés au tempo du cheval. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, il y a la notion d'intégration de l'obstacle dans le champ visuel. Dès le début, il m'arrive d'observer, ça m'arrive souvent d'observer des cavaliers qui se préoccupent de l'obstacle. Je dirais, très peu de temps avant de rentrer dans la zone d'abord proche, c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Il faut impérativement que le cavalier capture l'image de l'obstacle dès que cet obstacle est visible dans son champ visuel. Il ne s'agit pas de le regarder, il s'agit de le voir. Ça peut suffire. Ça peut suffire notamment par rapport au choix du tracé également. Ne pas se laisser perturber par le saut, alors ça c'est par rapport à la zone d'abord proche, et là je préconise véritablement de conserver ce que j'appelle un regard haut. On peut dire que c'est un regard également périphérique. Voilà. Le but c'est pas tellement de regarder autre chose, d'ailleurs surtout pas, mais c'est de garder sa concentration sur la connexion avec le cheval pour pouvoir mener à bien le projet jusqu'à la battue d'appel. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que le cavalier, en rentrant dans la zone d'abord proche, a sa concentration parasitée par l'obstacle, du coup perd la connexion avec le cheval, parce que c'est l'obstacle qui a pris le canal de la concentration. Et ça génère tous les défauts que j'ai évoqués tout à l'heure, le fait de se mettre derrière les chevaux, de surtendre, d'avoir peur du refus, peur de la chute, peur de la dérobade. Il est important que le cavalier reste avec ce regard périphérique, connecté à ses sensations. Auquel cas, tout le travail fait préalablement est perdu. Le résultat recherché, si on le découpe en deux, par rapport à la notion de rythme et d'amplitude, c'est rechercher une préfiguration rythmique de l'abord, préalable de l'abord, par le ressenti, plus que par le visuel, qui va permettre de procéder à un ajustement consécutif de l'amplitude sur plusieurs foulées pour que la battue d'appel soit située dans une zone acceptable. Alors les difficultés, il y en a beaucoup. Quand on fait travailler les cavaliers sur ce type d'exercice, il y a très très souvent une perte des points de repère habituels. Le visuel est extrêmement important dans la pratique des cavaliers en général. Et quand on leur fait quitter le regard de l'obstacle, ils sont perturbés. Et très souvent, dans une première phase, il n'y a pas du tout de progression, voire même une régression parce qu'il y a perte de ces points de repère. Ensuite, les consignes qui sont transmises aux cavaliers sont relativement abstraites. C'est plus de l'ordre de la préparation mentale que de la préparation technique. Donc c'est forcément assez difficile pour le cavalier de rentrer dans un système comme ça. Ensuite, difficulté à maîtriser son regard, je l'ai un peu dit, c'est surtout pour maîtriser en fait sa concentration, pour se maîtriser soi-même, pour prétendre maîtriser son cheval et maîtriser son parcours. C'est une réaction en chaîne.
il faut être assez, je pense, en tant qu'enseignant, intransigeant sur le fait que le cavalier doit absolument se déconnecter de ses références habituelles pour arriver à trouver un système de substitution basé sur le ressenti. Les interférences affectives et émotionnelles existent en parcours. Il y a le regard des autres, l'observation, l'enjeu, le fait qu'un parcours soit difficile. Les entrées de combinaison sont des obstacles particulièrement difficiles. Le premier obstacle, le dernier du parcours, le barrage. Donc tout ça, ça intervient également dans les difficultés. J'en viens également à la divergence de discours, où effectivement les encadrants, entraîneurs, enseignants n'ont pas forcément tous le même point de vue sur le sujet et que le cavalier peut éventuellement se trouver un petit peu perdu par rapport au message. Manque d'observables pour l'encadrant, effectivement, quand on fait travailler un cavalier, on n'a pas beaucoup de critères objectifs d'observation. Les seuls critères dont on peut tirer bénéfice, c'est son ressenti. Donc sur le visuel, il n'y a pas beaucoup d'informations. Et enfin, il n'y a pas tant d'exercices spécifiques que ça. C'est-à-dire que pour s'entraîner sur le bon abord, il n'y a pas besoin forcément de barres de réglage, elles peuvent d'abord être nuisibles. Il n'y a pas besoin non plus de consignes particulières parce qu'il faut laisser le cavalier pouvoir se concentrer, être dans sa bulle. Et plus les informations extérieures abondent, plus éventuellement elles peuvent être nuisibles pour le cavalier. Néanmoins, sans qu'il y ait d'exercice spécifique, je pense que les séances, ni sur le plat, ni à l'obstacle, mais les séances intermédiaires, les séances de liaison, où on fait travailler le cheval sur le plat, le couple sur le plat, avec des barres au sol, des petits obstacles, sont celles sur lesquelles le cavalier va le plus progresser, et qui, à mon avis, sont les plus indispensables. Alors, ce qu'il faut retenir de mon intervention, c'est que le sens de l'abord est un savoir-faire émergent, c'est-à-dire que chez la plupart des cavaliers, c'est quelque chose qui vient naturellement. C'est une habileté technique qui procède d'une progression d'ensemble, hein, sur tous les paramètres du travail du cheval, de la gestion de son équilibre, etc., et qui fait que le cavalier passe le cap. Mais malgré tout, si j'interviens sur ce sujet, c'est parce que certains ont plus de difficultés que d'autres. J'ai pris, moi, le risque de faire une tentative d'extraction, c'est-à-dire d'avoir une vision un petit peu plus analytique que globale du sujet, et de faire une proposition de cheminement. Mon but est le même que les autres, simplement, je fais une proposition de cheminement pour essayer de formaliser une expérience personnelle en tant que cavalier enseignant. Si on résume, c'est la mise en place d'un système de perception de substitution, c'est-à-dire que le visuel marche chez la plupart des cavaliers, chez les cavaliers pour lesquels c'est un petit peu plus difficile, le fait de tenter un système de substitution basé sur le ressenti peut les aider. Ensuite, quelque chose qui est difficile, c'est d'automiser le cavalier, de le rendre autonome. En fait, il faut que le cavalier ait véritablement une démarche active. Il faut qu'il ait envie d'y parvenir. S'il y a un doute chez lui, il n'y parviendra pas. Donc, c'est nécessaire qu'il s'autodiscipline, qu'il soit capable de faire ses propres autosuggestions et ses propres auto-évaluations. C'est extrêmement important. Et s'entraîner, c'est se conditionner à rentrer dans ce système-là. Voilà. L'objectif, ou plutôt la conséquence de ce travail, c'est optimiser. C'est le point d'entrée, c'est optimiser le potentiel du cavalier. Et l'effet secondaire favorable, c'est d'aider le cheval. Et finalement, le rôle du cavalier de CSO, mais dans les autres disciplines, c'est valable aussi, c'est d'aider le cheval. Ça, c'est très important. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie.